Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur et le privilège de comparaître aujourd'hui devant votre haute juridiction dans l'intérêt de l'État de Bahreïn. Ma tâche consiste à vous exposer la position selon laquelle le principe d'intangibilité des frontières dont l'utipossédétis est une expression devrait s'appliquer aux différends qui opposent l'État de Bahreïn à l'État de Qatar. L'utipossédétis est le principe selon lequel doivent être respectées et maintenues en l'État les frontières coloniales héritées au moment de l'indépendance par les nouveaux États. La Chambre de la Cour, constituée pour connaître de l'affaire du différend frontalier Burkina Faso-Mali, a considéré dans son arrêt du 22 décembre 1986, je la cite, que l'utipossédétis constitue un principe général logiquement lié au phénomène de l'accession à l'indépendance où qu'il se manifeste. Son but évident est d'éviter que l'indépendance et la stabilité des nouveaux États ne soient mises en danger par des luttes fratricides nées de la contestation des frontières à la suite du retrait de la puissance administrante. La seule limite à l'application du principe d'utipossédétis dans le contexte d'une décolonisation est qu'il ne peut porter atteinte au droit d'autodétermination des peuples, qui est, comme l'a rappelé la Cour dans l'affaire du Timor oriental, l'un des principes essentiels du droit international contemporain. Une telle limitation à l'application de l'utipossédétis n'existe pas dans le cas des îles Haouar. Aucun groupe ou minorité ethnique ne revendique à notre connaissance ces îles. Quoique, à entendre M. Chankardas citer non sans malice une lettre de l'agent politique Prideaux, on puisse avoir des doutes. Le capitaine Prideaux relève dans cette lettre du 20 mars, qui vous a été citée à plusieurs occasions, 20 mars 1909, sous la foi de ce que lui aurait dit un habitant de l'île, ce qui suit. Je le cite, « Les Dawasr considèrent Hawar comme leur propre territoire indépendant, la propriété de l'île ayant été octroyée à la tribu par le Qaziz de Zubara, plus de 100 ans auparavant, dans une déclaration écrite qu'il possède encore. » Il a été démontré par Bahreïn que les Dawasr se sont totalement intégrés dans la population bahreïnie et sont devenus depuis plusieurs générations des citoyens à part entière de l'Émirat. Il reste cependant que si ces îles devaient échapper à la souveraineté de Bahreïn, on serait inévitablement confronté à un problème d'autodétermination d'une population bahreïnie. Contrairement à ce que prétend Qatar, en affirmant que les parties n'avaient jamais invoqué le principe de l'utipossédétis juris dans la présente affaire, Bahreïn invite respectueusement la Cour à se référer à son contre-mémoire qui lui a été soumis le 31 décembre 1997 et dans lequel il est dit ce qui suit. La position de Bahreïn est par ailleurs confortée par le principe de l'utipossédétis qui établit que les pays accédant à l'indépendance après avoir été soumis au colonialisme reconnaissent l'inviolabilité des frontières coloniales existantes. Dans le cas de Bahreïn et Qatar, l'analyse est simplifiée par leur qualité de protectorat de la Grande-Bretagne, ayant tous les deux accédé à l'indépendance pleine et entière en 1971. La position de la Grande-Bretagne à cette époque était claire et établie. Depuis longtemps, les îles Haouar appartenaient à Bahreïn comme il avait été reconnu lors de l'arbitrage de 1938-39 et comme l'indiquent les cartes établies depuis lors par le gouvernement britannique. Qatar, pour sa part, s'est abstenu tout au long de la procédure écrite de faire connaître sa position quant à l'application de ce principe. Il aura fallu attendre le 29 mai dernier pour entendre mon éminent contradicteur, le professeur Jean Salman, nous dire qu'il estimait que le principe utipossédétis ne trouve pas à s'appliquer ici, pour utiliser ses propres termes. Cette position est bien compréhensible. L'utipossédétis dessert Qatar. Nous allons nous employer d'abord à réaffirmer la portée générale du principe d'utipossédétis et son applicabilité aux différends entre Bahreïn et Qatar. Pour ce faire, il nous appartiendra de démontrer
que l'uti possidetis est une règle de portée universelle et applicable en l'occurrence à Bahreïn et Qatar, et que ce principe n'a pas un caractère conventionnel, mais qu'il s'agit plutôt d'une règle coutumière applicable en l'absence de dispositions conventionnelles contraires. Nous nous attacherons par la suite à examiner les rapports entre titre et effectivité dans le contexte d'un uti possidetis applicable aux îles Awa. Bahreïn soutiendra alors, d'une part, que la décision de 1939 constitue un titre qui s'appuie sur les effectivités antérieures et que, d'autre part, les effectivités postérieures à 1939 confirment le même titre constitué par cette décision britannique de 1939. Mais avant de traiter ces deux questions, nous nous trouvons contraints, eu égard à la position de Qatar, d'avoir à démontrer l'évidence, à savoir que Bahreïn et Qatar sont d'anciens protectorats britanniques et qu'à ce titre, l'uti possidetis leur est applicable à la date de leur indépendance. Bahreïn comme Qatar sont deux États issus de la décolonisation ayant été d'anciens protectorats britanniques qui avaient proclamé leur indépendance en 1971, le 15 août pour Bahreïn et le 3 septembre pour Qatar. Cette vérité historique ne semble pas être acceptée par Qatar. Le professeur Salman nous a en effet indiqué lors de sa plaidoirie que les deux Émirats, je le cite, les deux Émirats n'étaient ni dans une situation coloniale, ni sous protectorat du Royaume-Uni. Si Bahreïn et Qatar n'étaient ni dans une situation coloniale, ni sous protectorat, pourquoi avaient-ils proclamé leur indépendance en 1971 ? Nous allons démontrer que les déclarations de l'indépendance de Bahreïn et Qatar établissent leur statut de protectorat britannique et que la relative autonomie interne de Bahreïn et Qatar n'entamait en rien leur statut d'État protégé. Pris en effet par le doute, j'ai pris soin d'aller consulter la proclamation de l'indépendance de Bahreïn en date du 15 août 1971, laquelle est constituée par un échange de lettres entre le résident politique britannique et l'émir de Bahreïn. Cet accord relatif à l'abrogation du régime spécial de traité a été enregistré le 10 février 1972 aux Nations Unies sur l'initiative du Royaume-Uni. Ce document figure dans votre dossier d'audience, document 48. La première lettre constituant cet accord est adressée par le résident politique à l'émir. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous en lire un extrait dans une traduction en français réalisée par les services des Nations Unies. Je commence la lecture de cette lettre. J'ai l'honneur de me référer aux entretiens que j'ai eus avec vous au sujet de l'abrogation du régime spécial de traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'État de Bahreïn et ses dépendances, et au désir qu'a manifesté votre gouvernement de voir l'État de Bahreïn assumer une entière responsabilité sur le plan international en tant qu'État souverain et indépendant. On notera ici que le texte original anglais, qui figure à l'écran en même temps, est rédigé comme suit: that the state of Bahrain should resume full international responsibility as a sovereign and independent state. Je reviens à présent au texte français. Au nom du gouvernement du Royaume-Uni, je propose maintenant ce qui suit. Premièrement, le régime spécial de traité entre le Royaume-Uni et l'État de Bahreïn, qui est incompatible avec l'exercice d'une entière responsabilité sur le plan international en tant qu'État souverain et indépendant, prendra fin à la date d'aujourd'hui. Deuxièmement, les accords exclusifs du 22 décembre 1880 et du 13 mars 1892 et tous accords, engagements, dispositions et arrangements qui auraient été conclus entre le Royaume-Uni et l'État de Bahreïn dans le cadre du régime spécial de traité entre les deux États cesseront d'avoir effet à cette même date. À cette lettre est jointe la réponse de l'émir de Bahreïn qui confirme l'agrément de son gouvernement.
L'échange de lettres intervenu le 3 septembre de la même année 1971 entre cette fois l'émir de Qatar et la Grande-Bretagne est rédigé dans quasiment les mêmes termes. Il figure dans le dossier d'audience, document 49. À l'instar de l'accord conclu avec Bahreïn, le résident politique britannique adresse une lettre à l'émir de Qatar. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous en lire un bref extrait, au risque de me répéter. Je cite cette lettre. « J'ai l'honneur de me référer aux entretiens que j'ai eus avec vous au sujet de l'abrogation du régime spécial de traité entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'État de Qatar. » On ne parle pas de dépendance ici, je reviens à la citation. « Et au désir qu'a manifesté votre gouvernement de voir l'État de Qatar reprendre les pleines responsabilités internationales en tant qu'État souverain et indépendant. » Le texte original anglais est rédigé comme suit. That the state of Qatar should resume full international responsibility as a sovereign and independent state. Je reviens à présent au texte français. Ces entretiens ont abouti aux conclusions ci-après. Premièrement, le régime spécial de traité entre le Royaume-Uni et l'État de Qatar, qui est incompatible avec le plein exercice des responsabilités internationales d'un État souverain et indépendant, prendra fin à ce jour. Le traité général du 3 novembre 1916 et les traités et engagements que l'État de Qatar a acceptés au titre du traité général et tous autres accords, engagements, dispositions et arrangements conclus entre le Royaume-Uni et l'État de Qatar dans le cadre du régime spécial de traité entre les deux États cesseront d'avoir effet à ce jour. À son tour, l'émir de Qatar confirme aux résidents politiques que je cite, « Les propositions énoncées dans votre note représentent correctement les conclusions auxquelles nos entretiens ont abouti. » Il apparaît ainsi, et à la lecture de ces deux lettres, que Bahreïn et Qatar ont été, jusqu'à la proclamation de leur indépendance en 1971, des protectorats britanniques. Si toutefois un doute subsistait, l'examen des seuls instruments juridiques auxquels il est fait référence, dans les échanges de lettres entre Bahreïn et Qatar d'une part et le Royaume-Uni d'autre part, établira la subordination de ces deux entités étatiques à l'État protecteur. Les traités du 22 décembre 1880 et du 13 mars 1892 pour Bahreïn, ainsi que le traité du 3 novembre 1916 pour Qatar, ont été joints au dossier d'audience, documents 50, 51, 52. On y reviendra plus tard. On peut, certes, discuter de la nature et de l'étendue des compétences de l'État protecteur. Les prérogatives de ce dernier sont-elles limitées à la représentation internationale ou couvrent-elles au contraire la gestion interne et l'exercice de compétences territoriales ? Il sera démontré que la relative autonomie dont ont pu jouir Bahreïn et Qatar au cours de la période antérieure à la proclamation de leur indépendance n'entame en rien leur statut d'État protégé. La Cour permanente de justice internationale a eu à examiner le régime du protectorat dans l'avis consultatif qu'elle avait donné le 7 février 1923 concernant les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, zone française. La Cour relève, je la cite, « L'étendue des pouvoirs d'un État protecteur sur le territoire de l'État protégé dépend d'une part des traités de protectorat entre l'État protecteur et l'État protégé et d'autre part des conditions dans lesquelles le protectorat a été reconnu par de tierces puissances vis-à-vis desquelles on a l'intention de se prévaloir des dispositions de ces traités. Malgré les traits communs que présentent les protectorats de droit international, ils possèdent des caractères juridiques individuels résultant des conditions particulières de leur genèse et de leur degré de développement. » Le professeur Salman prend soin de souligner, je le cite, que le Royaume-Uni possédait sans doute le monopole de l'exercice des relations extérieures des deux États, mais il n'avait pas la compétence de disposer de leurs droits de souveraineté territoriale sans leur consentement. Cette affirmation tend à créer l'impression
que les deux États bénéficiaient d'une large autonomie interne, laquelle les mettrait en dehors d'une situation coloniale. Force est de constater que si autonomie il y avait, elle ne pouvait qu'être toute relative. Dans l'affaire Beffar en Crète et à Samos, la Cour permanente a relevé dans son arrêt du 8 novembre 1937, je la cite, « Malgré son autonomie, la Crète n'avait cessé de faire partie de l'Empire ottoman. S'il est vrai que le sultan avait dû y admettre d'importantes restrictions à l'exercice de ses droits de souveraineté, cette souveraineté même, quelle qu'en ait été la qualification doctrinale, n'avait pas cessé de lui appartenir. » Qatar nous a involontairement fourni une claire indication sur la nature des liens qu'entretenait la Grande-Bretagne avec les deux Émirats. Elle est contenue dans une pièce annexée à sa réplique et que nous avons jointe au dossier d'audience, document numéro 53. Le document en question, dont l'intérêt pour Qatar est d'ordre cartographique, est une note en date du 5 janvier 1933, rédigée par un agent du Foreign Office, Randall, et dans laquelle ce dernier décrit le statut des États du Golfe couverts par le régime spécial de traité en ces termes, je le cite. Les autres États de la région jouissent d'un statut particulier dans la mesure où, bien qu'il s'agisse techniquement de principautés souveraines et indépendantes, ils entretiennent avec le gouvernement de Sa Majesté des relations conventionnelles spéciales qui les transforment. Ils entretiennent avec le gouvernement de Sa Majesté des relations conventionnelles spéciales qui les transforment pratiquement en États protégés. Généralement, ces traités contiennent des clauses par lesquelles les États concernés s'engagent à ne pas céder une parcelle quelconque de leur territoire, à ne pas recevoir des représentants d'une puissance étrangère en dehors de ceux du gouvernement de Sa Majesté, et à ne pas octroyer de concessions pétrolières ou de pêche, de perles ou aux éponges, sans la permission du gouvernement de Sa Majesté. Ce dernier, en retour, s'engage à les protéger. La meilleure illustration de ce qui vient d'être ainsi décrit nous est fournie par le professeur Salman lui-même, lors de sa dernière plaidoirie sur la délimitation maritime. Son propos était alors de démontrer le rôle du Royaume-Uni dans la répartition des concessions pétrolières. Je le cite. Les opérations des sociétés pétrolières étaient soumises à un double contrôle de la part du gouvernement de Sa Majesté. D'une part, toute concession consentie par les deux États concernés devait recevoir l'accord de principe du gouvernement de Sa Majesté, en vertu des accords passés avec chacun des Émirats et dont on vous a parlé précédemment. C'était l'article 3 de l'accord Bahreïn-Royaume-Uni du 13 mars 1892 et l'article 4 du traité Qatar-Royaume-Uni du 3 novembre 1916. D'autre part, et c'est ce qui était neuf, les parties concessionnaires devaient elles-mêmes passer un accord politique, political agreement, avec le gouvernement de Sa Majesté, qui leur imposait des zones de sécurité où les opérations de forage ou d'exploitation ne pouvaient avoir lieu qu'avec l'aval du dit gouvernement. Que disent ces deux articles auxquels le professeur Salman fait référence? L'article 3 du traité du 13 mars 1892, que vous trouverez donc dans le dossier d'audience document 51, constitue un engagement de l'émir de Bahreïn et est ainsi rédigé. That I will on no account cede, sell, mortgage or otherwise give for occupation any part of my territory save to the British. Quant à l'article 4 du traité du 3 novembre 1916 entre Qatar et la Grande-Bretagne, qui figure dans le dossier d'audience document 52, il contient l'engagement suivant du cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani. Neither will I, without such consent, cede to any other power or its subjects land, either on lease, sale, transfer, gift, or in any other way whatsoever. Nous sommes ainsi dans la situation décrite par la doctrine et dans laquelle la compétence territoriale elle-même
peut être reconnu à un État dans un espace qui n'est pas proprement le sien et sur lequel il n'a pas de titre territorial. La relation qui a existé jusqu'en 1971 entre Bahreïn et Qatar, d'une part, et la Grande-Bretagne, d'autre part, est indiscutablement une relation entre un État protecteur et un État protégé, comme il en avait existé en Afrique et en Asie au cours du siècle dernier. Devant autant d'éléments prouvant l'existence d'une situation coloniale, nous ne pouvons que nous interroger sur le point de savoir si nos contradicteurs croyaient eux-mêmes à la fiction voulant que les deux Émirats n'étaient ni dans une situation coloniale ni sous protectorat du Royaume-Uni. Cela ne semble pas être le cas du professeur David, qui, au détour d'une phrase, a fait référence, je le cite, à la position de la puissance protectrice elle-même, à savoir la Grande-Bretagne. Quel que soit le qualificatif qu'on donne à la nature de ces liens spéciaux, nul ne peut prétendre que Bahreïn et Qatar disposaient alors de la plénitude et l'exclusivité des compétences internes et externes qui sont les attributs de la souveraineté. Nier le fait colonial n'a d'autre dessein pour Qatar que de dresser des obstacles devant l'application de l'outil possédétis. Ayant ainsi, j'espère, rétabli la vérité historique, revenant, si vous le permettez, Monsieur le Président, à l'essentiel, à savoir l'application de l'outil possédétis aux différends entre Bahreïn et Qatar. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, on ne saurait contester aujourd'hui que l'outil possédétis soit une règle applicable aux États issus de la décolonisation ou qu'elle se produise, qu'il le soit d'une même ou de différentes puissances coloniales. Je me dois de rappeler que la Chambre de la Cour a explicitement donné à ce principe une portée universelle en le qualifiant dans son arrêt du 22 décembre 1986 dans l'affaire du différend frontalier Burkina Faso-Mali, de principe de portée générale logiquement lié au phénomène de l'accession à l'indépendance où qu'il se manifeste. L'outil possédétis nous paraît devoir recevoir pleine application dans le litige opposant deux États issus de la décolonisation britannique. Devant le silence qatari, nous allons devoir examiner deux arguments que ne manqueront pas de soulever ceux qui ne préconisent pas une solution inspirée par l'outil possédétis. D'abord, ce principe ne serait à leurs yeux qu'une règle coutumière de portée régionale. Nous allons démontrer au contraire que l'outil possédétis est une règle de portée universelle et applicable, en l'occurrence, à Bahreïn et Qatar. Quoique d'inspiration latino-américaine, l'outil possédétis fut repris en Afrique, a été notamment consacré par la résolution adoptée à la première session de la conférence des chefs d'État africains, réunie au Caire en 1964, qui a proclamé ce qui suit. Je cite: « Considérant en outre que les frontières des États africains, au jour de leur indépendance, constituent une réalité tangible, la conférence des chefs d'État africains déclare solennellement que tous les États membres s'engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l'indépendance. L'attachement du continent africain à l'intangibilité des frontières a été réaffirmé encore récemment à l'occasion du dernier sommet des chefs d'État africains tenu à Alger entre le 12 et le 14 juillet 1999. Le principe du type possédétis a par ailleurs trouvé application dans des situations de dissolution de l'État fédéral. La commission d'arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie avait ainsi estimé, je la cite, que le principe de l'outil possédétis juris, bien qu'initialement reconnu dans le règlement des problèmes de décolonisation en Amérique et en Afrique, constitue aujourd'hui un principe présentant un caractère général. La commission présidée par M. Badinter a par ailleurs fermement considéré, s'agissant de la Yougoslavie, qu'à défaut, je la cite, qu'à défaut d'un accord contraire, les limites antérieures acquièrent
le caractère de frontière protégée par le droit international, conformément au principe du type posséditis juris, et qu'aucune modification des frontières et des limites existantes établies par la force ne peut produire d'effet juridique. En dépit du recours à ce principe dans diverses régions du monde, comme nous venons de le souligner, certains continuent à chercher à circonscrire le champ d'application de l'uti possidetis à l'Amérique latine. Leur argument principal consiste à s'attacher curieusement à l'origine latino-américaine du principe, et d'aucuns ont cru voir dans l'arrêt de la Cour du 11 septembre 1992, dans l'affaire des différents frontaliers terrestres, insulaires et maritimes El Salvador, Honduras, confirmation de leur propre vision. Le passage auquel il est fait référence est ainsi rédigé: on ne peut douter de l'importance de l'uti possidetis juris qui, en général, a donné naissance à des frontières certaines et stables dans la plus grande partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Nul ne conteste que le principe ait reçu le plus large écho dans cette région du monde, qui, comme le dit justement la Cour, dans ce même arrêt de 1992, a manifesté, je la cite, un attachement ferme et constant au principe de l'uti possidetis juris. Est-il besoin de rappeler, par ailleurs, que tout en évoquant les républiques hispano-américaines, la Chambre de la Cour, dans son arrêt de 92, a fait fréquemment référence à sa devancière dans l'affaire Burkina Faso de 1986. La Cour, d'ailleurs, n'avait pas besoin de réaffirmer l'universalité du principe, l'ayant déjà fait, et d'une manière éloquente, précisément dans son arrêt du 22 décembre 1986, dans l'affaire du différend frontalier, où elle prononce son dictum devenu célèbre, que je lis: « Il faut voir, dans le respect par les nouveaux États africains, des limites administratives et des frontières établies par les puissances coloniales, non pas une simple pratique qui aurait contribué à la formation graduelle d'un principe de droit international coutumier, dont la valeur serait limitée au continent africain, comme elle l'aurait été auparavant à l'Amérique hispanique, mais bien l'application en Afrique d'une règle de portée générale. » Il n'y a donc, à nos yeux, aucun obstacle à l'application de l'uti possidetis à deux États arabes issus de la décolonisation. Le principe demeure de portée générale, le monde arabe ne fait pas exception. L'autre argument qu'on se doit à présent de réfuter est celui qui consiste à attribuer à l'uti possidetis un caractère conventionnel. Nous estimons tout au contraire que l'uti possidetis est un principe de caractère coutumier applicable en l'absence de dispositions conventionnelles contraires. Ceux qui attribuent à l'uti possidetis le caractère de règle purement conventionnelle considèrent que le principe ne serait applicable que dans la mesure où les parties l'acceptent pour la détermination de leurs frontières. La meilleure illustration en serait, selon les tenants de cette thèse, l'existence même de traités qui s'éloignent de l'uti possidetis pour la fixation des frontières. Nous pouvons admettre ce raisonnement, car comme l'a fort justement dit un auteur dans un ouvrage récent et bien documenté, l'existence de nombreux traités qui tracent les frontières concernées en appliquant des critères autres que l'uti possidetis témoigne de l'autonomie de la volonté des parties et non forcément d'un rejet du principe. En somme, l'uti possidetis n'est qu'une règle dispositive à laquelle les États peuvent en substituer d'autres. Fin de citation. L'uti possidetis constitue ainsi une norme coutumière de droit international à caractère dispositif qui s'applique en l'absence d'une volonté contraire des parties intéressées. Si la délimitation des frontières a été établie par voie conventionnelle, il sera alors inutile de faire appel à l'uti possidetis. Tel a été le cas dans l'affaire du différend territorial entre le Tchad et la Libye, où la Cour avait estimé dans son arrêt du 3 février 1994 qu'elle n'avait pas, je la cite, à étudier plus avant des sujets qui ont été longuement traités devant elle,
comme le principe de l'uti possidetis et l'applicabilité de la déclaration adoptée par l'OUA au Caire en 1964, dès lors que le traité de 1955 a déterminé de manière complète la frontière entre la Libye et le Tchad. Ainsi, rien n'empêche les États intéressés de décider d'un commun accord de déroger à l'uti possidetis et de déterminer des frontières respectives en utilisant des normes différentes. Mais tant qu'ils ne l'auront pas fait, l'application de l'uti possidetis reste la règle. Un accord explicite est donc requis pour toute modification d'une situation territoriale résultant de l'uti possidetis. Un tel accord n'a jamais été convenu entre Bahreïn et Qatar. Ayant ainsi exposé les raisons pour lesquelles il nous semble opportun d'écarter les deux arguments pouvant s'opposer à l'application de l'uti possidetis dans l'affaire qui est devant vous, je souhaite à présent, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, vous inviter à examiner dans une troisième et dernière partie les rapports entre le titre et les effectivités dans le contexte d'un uti possidetis applicable aux différents opposants Bahreïn et Qatar. Bahreïn invite respectueusement la Cour à examiner la relation juridique qui existe entre les effectivités et le titre servant de base à la mise en œuvre de l'uti possidetis. La Chambre de la Cour, constituée pour connaître de l'affaire du différend frontalier opposant le Burkina Faso au Mali, a retenu l'approche consistant à distinguer plusieurs situations qu'elle a décrites dans son arrêt du 22 décembre 1986. Le passage en question est reproduit cette fois dans son intégralité et à l'écran devant vous. Permettez-moi de vous le relire. Dans le cas où le fait correspond exactement au droit, où une administration effective s'ajoute à l'uti possidetis juris, l'effectivité n'intervient en réalité que pour confirmer l'exercice du droit né d'un titre juridique. Deuxième situation, dans le cas où le fait ne correspond pas au droit, où le territoire objet du différend est administré effectivement par un État autre que celui qui possède le titre juridique, il y a lieu de préférer le titulaire du titre. Dans l'éventualité où l'effectivité ne coexiste avec aucun titre, elle doit inévitablement être prise en considération. Enfin, il est enfin des cas où le titre juridique n'est pas de nature à faire apparaître de façon précise l'étendue territoriale sur laquelle il porte. Les effectivités peuvent alors jouer un rôle essentiel pour indiquer comment le titre est interprété dans la pratique. Si l'on devait appliquer, à titre de test, ces quatre hypothèses aux deux États revendiquant la souveraineté sur les îles Haouar, on se rendrait rapidement à l'évidence que l'État de Bahreïn est celui des deux qui détient à la fois un titre juridiquement valable et qui peut se prévaloir en même temps de l'exercice effectif de la souveraineté sur le territoire en question. Des quatre situations envisagées, seule la première nous semble s'appliquer à notre affaire. Je relis le paragraphe correspondant. Une administration effective s'ajoute à l'uti possidetis juris. L'effectivité n'intervient en réalité que pour confirmer l'exercice du droit né d'un titre juridique. Il s'agit d'une situation idéale d'exacte correspondance entre le fait et le droit, celle-là même qui caractérise la souveraineté de Bahreïn sur les îles Haouar, où une administration effective confirme tout naturellement un titre juridique. L'effectivité n'intervient ici que pour confirmer l'exercice du droit né d'un titre juridique.
Qu'il me soit à présent permis d'attirer respectueusement l'attention de la Cour sur le fait que les effectivités sur lesquelles Bahreïn s'appuie aujourd'hui, et dont l'inventaire vient de vous être exposé par mon confrère Robert Volterra, ces effectivités se caractérisent par leur permanence. Elles sont, dans une large mesure, antérieures à la décision de 1939 et ont même constitué le fondement sur lequel la souveraineté sur les îles Haouar a été attribuée à Bahreïn, en vertu de la décision britannique de 1939. Je me propose d'établir que, d'une part, la décision de 1939 constitue un titre qui s'appuie sur les effectivités antérieures et que, d'autre part, les effectivités postérieures à 1939 confirment le même titre constitué par la décision britannique de 1939. Mon collègue et ami, le professeur Mike Risman, vous a exposé la position de Bahreïn selon laquelle la décision du 11 juillet 1939 constitue bel et bien un titre sur lequel Bahreïn se fonde pour asseoir sa souveraineté sur les îles Haouar. Que cette décision ait le caractère d'une sentence arbitrale ou d'une décision politique ou même administrative, importe peu. Nous sommes en présence d'un titre juridique. Il convient de rappeler l'importance du titre dans le concept même du typocédétis. La Chambre de la Cour souligne dans son arrêt de 1986, je la cite, que le premier élément mis en relief par le génitif latin juris accorde au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de la souveraineté. Avant d'ajouter plus loin, mais le principe de l'utypocédétis ne s'épuise pas dans l'élément particulier que l'on vient de décrire, il en est un autre, à savoir que sous son aspect essentiel, ce principe vise avant tout à assurer le respect des limites territoriales au moment de l'accession à l'indépendance. Dans le cadre de l'utypocédétis juris, et donc d'une frontière héritée de la colonisation, le titre sur lequel on se fonde peut résulter d'un arbitrage antérieur, comme dans l'affaire de la Laguna del Cierto, entre l'Argentine et le Chili, comme il peut aussi résulter des lois et règlements fixant les limites entre les différentes entités administratives appartenant au même empire colonial, comme dans l'affaire du différent frontalier. Quelle que soit sa nature juridique, la décision de 1939 fait incontestablement partie intégrante du legs colonial. Cette décision, faut-il le rappeler, a été rendue sur la base des effectivités dont Bahreïn a pu alors apporter la preuve, à l'occasion d'une procédure arbitrale initiée par Qatar. S'agissant maintenant des effectivités enregistrées par Bahreïn postérieurement à 1939, Qatar s'est évertué à leur contester toute valeur juridique. Nous pensons tout au contraire que les effectivités postérieures à 1939 confirment le titre juridique constitué par la décision britannique de 1939. Il a été en effet démontré par Bahreïn que les effectivités postérieures à la décision britannique n'ont fait qu'appuyer le titre confirmé par la décision de 1939. L'indépendance acquise en 1971 a intégré cette décision dans un ensemble global qui est précisément l'utypocédétis. Nous savons qu'il existe, s'agissant de l'utypocédétis, un débat sur le statut réservé aux effectivités postcoloniales. La Chambre de la Cour, dans son arrêt du 11 septembre 1992, dans l'affaire El Salvador-Honduras, a tranché ce débat en reconnaissant à ces effectivités coloniales un effet confirmatif. Elle a d'abord estimé que sa devancière de 1986, dans l'affaire Burkina Faso-Mali, je la cite, avait également à l'esprit les effectivités postcoloniales. Et la Chambre considère ensuite, je la cite, la possession effective par l'un des États du Golfe d'une île du Golfe. J'ouvre une parenthèse, il s'agit bien évidemment du Golfe de Fonseca. Je relis, la position effective par l'un des États du Golfe d'une île du Golfe pouvait constituer une effectivité, certes postcoloniale,
Révélatrice de la manière dont la situation juridique était perçue à l'époque, la possession étayée par l'exercice de la souveraineté peut être considérée comme une preuve confirmant le titre du type possédatif. Telle est exactement la situation de notre affaire. Un État, Bahreïn, hérite au moment de la proclamation de son indépendance d'un type possédatif dont fait partie intégrante une décision rendue par l'autorité coloniale et reconnaissant explicitement la souveraineté de Bahreïn sur les îles Haouar sur la base d'effectivités prouvées et établies. Les effectivités dont se prévaut Bahreïn couvront aussi bien la période coloniale que la période post-coloniale. La décision britannique de 1939 se trouve ainsi encadrée dans une séquence ininterrompue d'effectivité et s'effectue et s'appuie sur plus de 60 ans d'exercice continu, prolongé, paisible et effectif des fonctions étatiques par l'État de Bahreïn. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, je souhaite en conclusion souligner que le rejet de l'outil possédatis ne peut s'effectuer qu'au profit de celui de la table rase, ce qui ne peut que susciter la tentation en faveur d'une modification des frontières par la force. Ce principe de la table rase a été, comme nous le savons tous, mis en œuvre dans la région. Lorsque l'Irak décida, le 8 août 1990, d'occuper le Koweït. Nous sommes, pour notre part, convaincus que loin de souscrire au principe de la table rase, les États arabes du Golfe sont plus que jamais attachés au principe de l'intangibilité et de la stabilité des frontières. Dans ce contexte, je souhaite soumettre à votre réflexion ce dictum de la Chambre de la Cour dans son arrêt de 1986 que je vais vous lire. Le maintien du statu quo territorial en Afrique apparaît souvent comme une solution de sagesse visant à préserver les acquis des peuples qui ont lutté pour leur indépendance et à éviter la rupture d'un équilibre qui ferait perdre au continent africain le bénéfice de tant de sacrifices. C'est le besoin vital de stabilité pour survivre, se développer et consolider progressivement leur indépendance dans tous les domaines qui a amené les États africains à consentir au respect des frontières coloniales. Nous n'avons aucune raison de penser que ce besoin vital de stabilité pour survivre, se développer et consolider progressivement leur indépendance, auquel la Cour fait référence, puisse ne pas être partagé par tous les États arabes du Golfe, y compris par l'État de Qatar. Bahreïn, pour sa part, je peux vous en donner l'assurance, n'aspire à rien d'autre qu'à vivre en paix, à l'abri de toute menace, à l'intérieur de frontières fondées sur le droit international et auxquelles nous en sommes confiants, la Cour apportera la sanction de sa haute autorité. J'en arrive ainsi au terme de ma présentation. Il me reste à vous exprimer, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, ma vive et réelle reconnaissance pour votre patience et votre indulgence. J'espère enfin qu'il plaira à la Cour de bien vouloir appeler à sa convenance Sir Eliyahu Lauterpacht. Je vous remercie, Maître Kémicha. Ceci met un terme à notre séance de ce matin. La Cour se réunira à nouveau cet après-midi à 15 h. La séance est levée.